Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon patron m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit qu'il allait former cette nouvelle employée en un mois. Ensuite, il a parlé à notre président directeur général en français, forme-la. Une fois qu'elle sera prête, nous la licencierons. Je me suis assise en face de Jason Whitmore, dans son bureau trop brillant, presque stérile, un de ces bureaux qui cherchent désespérément à imposer une image de pouvoir. Il s'est appuyé contre le dossier de son fauteuil en cuir, un sourire suffisant au coin des lèvres, comme s'il avait répété cette scène pendant des semaines. Nous procédons à une restructuration, m'a-t-il annoncé d'un ton doucereux, comme s'il me rendait service. Malheureusement, votre poste disparaîtra à la fin du mois prochain. Je suis restée impassible, me contentant de hocher la tête. Je comprends. Il a élargi son sourire, pensant que mon calme signifiait que j'abandonnais. Mais avant votre départ, a-t-il ajouté en croisant les doigts sur sa poitrine, vous devrez former votre remplaçante. Elle commence demain. Elle s'appelle Madison Blake. Je suis certain que vous resterez professionnel. Madison, bien sûr. Elle venait de l'un de nos plus grands concurrents. Sur le papier, c'était une décision audacieuse. En réalité, une erreur stratégique monumentale. Mais Jason ne le savait pas encore. Il ignorait aussi que l'entreprise qu'il pensait diriger avec tant d'assurance ne lui appartenait plus. Je m'appelle Elise Carter. J'aurais pu le lui dire à ce moment-là, mais je me suis contentée de lui sourire poliment. Évidemment. Je veillerai à ce qu'elle apprenne tout ce qu'il faut. Il m'a fait un léger signe de tête, totalement inconscient du fait que la personne qu'il pensait congédier avait, 3 mois plus tôt, discrètement acheté la majorité des parts de l'entreprise par l'intermédiaire d'une société de portefeuille qu'il ne connaissait même pas, EC Holdings. Il ne s'était jamais demandé ce que signifiaient les initiales E et C. Elise Catherine Carter. Je suis sortie de son bureau sans un mot, mes talons résonnant sur le carrelage froid. Mais en moi, ce n'était pas de la colère qui bouillonnait, c'était une clarté absolue. Je travaillais ici depuis 12 ans. J'avais commencé comme simple associé, ignoré de tous. Je restais tard le soir, sans jamais recevoir le moindre remerciement. J'avais conçu des campagnes primées, dont Jason s'était attribué tout le mérite. Mais pendant tout ce temps, j'observais. Mieux encore, je me préparais. L'histoire avait commencé bien avant que Jason ne prenne la direction. À l'époque, l'entreprise était dirigée par son père, Charles Whitmore. Un homme de vision, juste et exigeant. Charles avait vu en moi un potentiel que je n'osais pas encore revendiquer. J'étais alors une stratège discrète, pleine d'idées mais dépourvue de confiance. Il m'a appris à transformer ses idées et cette hésitation en pouvoir. Là où Charles croyait au potentiel, Jason ne croyait qu'aux apparences. Et maintenant, il pensait qu'il se débarrassait de moi. En rejoignant mon bureau, je suis passée devant une photo encadrée de Charles et moi, prise lors du 20e anniversaire de l'entreprise. Ce jour-là, il m'avait confié mon tout premier poste de direction. Il m'avait dit, le succès, Elise, ce n'est pas un titre. C'est ce que tu accomplis quand personne ne te regarde travailler. Personne ne m'avait vu racheter des actions. Personne n'avait vu naître ces holdings. Personne n'avait remarqué les heures passées avec mes avocats et mes conseillers financiers. Discrètement, méthodiquement, j'étais devenue la véritable propriétaire de Whitmore Strategy. Jason pensait avoir le pouvoir. Mais demain matin, lors de la réunion du conseil d'administration, il apprendrait la vérité. Je n'étais pas en train d'être renvoyée. J'étais en train de prendre le contrôle. En marchant dans le couloir pour retourner à mon bureau, tout semblait lointain, assourdi par le poids des années passées à tout endurer en silence. J'ai gardé mon visage impassible, saluant poliment les jeunes collaborateurs qui pensaient encore que je n'étais que la directrice marketing. Pour eux, j'étais juste une autre employée poussée vers la sortie par Jason Whitmore. 12 ans plus tôt, lorsque j'ai franchi pour la première fois les portes de Whitmore Strategy, j'étais une jeune recrue, Elise Carter, associée en marketing, enthousiaste et invisible. L'entreprise était alors entre les mains de Charles Whitmore. C'était un homme rigoureux, mais juste, qui croyait que le succès se construisait avec du travail et de la ténacité, non qu'il s'héritait. Il remarquait ce que les autres ne voyaient pas, y compris moi. Très tôt, il m'a poussé dans le bain, me confiant des projets complexes en attendant que je m'en sorte seule. Et je l'ai fait. Je travaillais plus dur que tous les autres, restais après les heures de bureau, et j'apprenais tout ce que je pouvais sur l'entreprise,
les tunnels de vente, le comportement des clients, le développement produit, la psychologie des investisseurs. Charles me poussait, mais il me protégeait aussi. Il ne voyait ni le genre, ni le titre. Il ne voyait que la valeur. Lorsqu'il m'a promue au poste de directrice, il m'a prise à part. Il m'avait dit un jour: tu as quelque chose que la plupart des gens ne découvrent jamais, une force tranquille. Ne laisse jamais personne t'en détourner. Je n'ai jamais oublié ces mots. Mais il y a 3 ans, Charles est mort subitement, une attaque. Sans signe avant-coureur. Juste, parti. Jason a pris les rênes en moins d'une semaine. Et dès qu'il s'est assis dans le fauteuil de son père, l'entreprise a commencé à pourrir de l'intérieur. La mission a changé, plus de collaboration, plus de mentorat, plus d'intégrité. Il a rempli les postes de direction avec ses amis de fraternité et des beaux parleurs. Des gens capables de séduire des investisseurs autour d'un dîner, mais incapables de lire une tendance du marché pour sauver leur propre poste. J'ai vu des employés talentueux être poussés vers la sortie, l'innovation étouffée, les idées volées. La culture d'entreprise, que Charles avait si soigneusement cultivée, était asphyxiée. Tout ce que j'avais aidé à bâtir était lentement démoli. J'aurais pu partir. J'ai failli. Mais un soir, je suis restée tard, assise devant la photo encadrée de Charles posée sur mon étagère. Et quelque chose en moi s'est brisé. Je ne voulais pas d'un nouveau travail. Je voulais récupérer mon entreprise. Alors j'ai commencé petit. J'ai ouvert un compte privé et acheté quelques actions, discrètement, patiemment. Au départ, c'était juste une façon de garder une forme de contrôle. Mais j'ai vite remarqué quelque chose, d'autres investisseurs se retiraient. Sous la direction de Jason, l'action chutait. Le marché observait. C'est là que j'ai créé EC Holdings. Au début, ce n'était qu'une coquille vide, juste des initiales sur un bout de papier. Mais derrière se cachait une stratégie. J'ai diversifié. Utilisé de petites sociétés d'investissement pour ne pas attirer l'attention. J'ai maintenu chaque acquisition en dessous du seuil d'alerte. Et j'ai attendu. J'ai étudié les failles juridiques. J'ai cartographié les pourcentages de propriété. Je suis restée silencieuse pendant que Jason paradait, se croyant intouchable, aboyant des ordres, licenciant des génies et embauchant des incompétents. Puis, il y a 3 mois, l'opportunité s'est présentée, un investisseur institutionnel majeur a décidé de vendre l'intégralité de ses parts. Ils avaient perdu confiance. Moi, non. Avec l'aide de mon avocat, j'ai agi rapidement. Nous avons effectué l'achat à travers un enchaînement d'opérations minutées. À la fin du processus, EC Holdings détenait 51% de Whitmore Strategy. Personne ne l'avait vu venir. Surtout pas Jason. Et maintenant, il pensait m'avoir licencié. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt, comme d'habitude. Les bureaux étaient encore calmes, imprégnés de cette sorte de silence chargé de potentiel. En passant devant la réceptionniste m'a regardée et a chuchoté. Elle est déjà là. Bien sûr qu'elle l'était. Madison Blake se tenait dans le hall, tout en angle marqué et assurance de créateur. Elle faisait défiler son téléphone avec l'arrogance de quelqu'un qui se croyait déjà propriétaire des lieux. Son tailleur était élégant, coûteux, mais trop tapa accent grave l'œil. Du théâtre d'entreprise, pas du leadership. Elle a levé les yeux et m'a souri avec ce genre de sourire entraîné et condescendant que l'on réserve aux gens que l'on pense avoir déjà battus. Elise Carter, ai-je dit chaleureusement en tendant la main. Bienvenue chez Whitmore Strategy. Elle l'a serré sans grand intérêt, ses yeux scrutant déjà les bureaux derrière moi. Merci. Jason m'a parlé de tous les changements à venir. C'est excitant. Excitant, vraiment, ai-je répondu en me tournant vers mon bureau. Très bien. Commençons. Je vais vous présenter nos campagnes en cours et nos stratégies clients. Je pouvais pratiquement entendre ses talons claquer derrière moi comme un tambour d'ego. Une fois dans mon bureau, j'ai ouvert quelques projets clés. Des projets que je connaissais par cœur, que j'avais bâtis de A à Z. Alors que j'expliquais nos stratégies de fidélisation client, elle m'a interrompu avec un sourire en coin. C'est un peu dépassé, vous ne trouvez pas ? D'après mon expérience, l'acquisition est bien plus agressive et efficace. La fidélisation, c'est mignon, mais ce n'est pas là que réside le pouvoir. J'ai incliné légèrement la tête, comme si je réfléchissais à sa remarque. Une acquisition agressive fonctionne, jusqu'à ce que votre taux de résiliation explose et que votre marque perde toute confiance.
Elle a levé la main avec désinvolture, comme si je venais de lui lire une histoire pour s'endormir. Nous allons repositionner complètement cette approche. Jason veut quelque chose de plus audacieux. Jason veut. Jason sait. Jason prévoit. J'ai hoché lentement la tête, comme si je n'avais pas déjà prévu de le faire sortir de cet immeuble avant midi. Pendant 2 heures, je l'ai laissé parler, me montrer exactement à quel point elle était mal préparée. Ses idées étaient superficielles, pleines de mots à la mode mais vides de substance. Elle ne comprenait pas nos clients, sous-estimait notre audience, et n'avait aucune idée de la fragilité actuelle de l'entreprise. Elle pensait être là pour me remplacer. À 10 heures, mon téléphone a vibré. Message de James Chung, document déposé. Réunion du conseil prévue à 11 heures. Je suis resté un instant à contempler l'écran, laissant le poids de l'instant s'installer. Puis, j'ai rangé le téléphone dans mon tiroir. Madison, ai-je dit en me levant, je vais devoir interrompre notre session pour l'instant. Une réunion d'urgence du conseil d'administration vient d'être convoquée. Elle a cligné des yeux, surprise. Jason ne m'a rien dit à ce sujet. J'ai souri poliment. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Sans un mot de plus, j'ai quitté mon bureau et me suis dirigé vers la salle de conférence. Mon cœur était calme, mais pas assuré. C'était le calme avant la tempête. Ce silence suspendu juste avant l'éclair. Elle pensait être formée pour me remplacer. Elle ne savait pas qu'elle faisait simplement partie du compte à rebours. Quand je suis entrée dans la salle du conseil, Jason était déjà là, le visage rouge, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Qu'est-ce que c'est que cette réunion d'urgence? Je n'ai rien autorisé. Je suis le directeur général. Il a levé les yeux et s'est figé en me voyant. Élise? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette réunion est réservée aux dirigeants. Je me suis dirigée calmement vers le bout de la table et me suis assise. Je sais. C'est pour cela que je suis ici. Avant qu'il ne puisse répondre, les membres du conseil ont commencé à entrer. Certains étaient curieux, d'autres prudents. La plupart avaient été écartés depuis que Jason avait pris la tête. Il n'avait plus voix au chapitre depuis des années. Mais aujourd'hui serait différent. James Chen est entré le dernier, un dossier en cuir sous le bras. Il a croisé mon regard, m'a adressé un discret hochement de tête, puis a pris place. Jason fulminait toujours. Tu ne peux pas juste débarquer ici comme ça. Et je ne l'ai pas fait, l'ai-je interrompu, d'une voix calme. C'est moi qui ai convoqué cette réunion. En tant qu'actionnaire majoritaire. La salle est tombée dans un silence pesant. Jason a regardé autour de lui, attendant que quelqu'un se mette à rire ou à le soutenir. Personne ne l'a fait. James a ouvert son dossier et commencé à distribuer des documents. Il y a 3 mois, ai-je déclaré en me levant. EC Holdings a commencé à acquérir des actions de Whitmore Strategy. Ce matin, la dernière transaction a été finalisée. L'entreprise est désormais sous une nouvelle direction. La bouche de Jason s'est ouverte, puis refermée. Son cerveau peinait à suivre. EC Holdings, a-t-il répété. C'est une société tierce, ce n'est pas. Si, ai-je répondu posément. Pour Élise. C, pour Catherine. Il a reculé d'un pas, comme si mon nom venait de le frapper physiquement. Ce n'est pas possible. Tu n'es qu'une directrice marketing, ai-je terminé à sa place. Tu n'étais qu'une personne que tu as congédiée sans même y réfléchir. Tu étais trop occupé à jouer au directeur général pour remarquer que le sol se dérobait sous tes pieds. James s'éclaircit la gorge. Toutes les transactions ont été enregistrées et vérifiées auprès de la SEC. Mademoiselle Carter détient désormais 51% des actions de l'entreprise. Jason devint livide. Tu crois pouvoir simplement me prendre tout ça? Non, répondis-je. Je ne t'ai rien pris. Je l'ai mérité. Tu as hérité de quelque chose que tu n'as jamais compris. Et ensuite, tu l'as détruit. Je sortis de mon sac une photo encadrée de Charles Whitmore et moi, debout côte à côte lors du 20e anniversaire de l'entreprise. Je la plaçai au centre de la table. Il a bâti cette entreprise avec vision et intégrité. J'étais fier de me tenir à ses côtés. Et je refuse de laisser son héritage pourrir sous ton ego. Jason se jeta en avant et frappa la table du poing. C'est moi qui ai reconstruit cette entreprise à partir de rien. Je lui ai donné un tranchant, je l'ai rendue agressive. Tu l'as vidée de son essence, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Et maintenant,
Il est temps que la direction revienne à quelqu'un qui se soucie réellement de ce que nous construisons ici. Janet Liu, l'un des membres du conseil d'administration les plus anciens, se leva. Je propose un vote pour un nouveau leadership. Je soutiens cette motion, dit une autre voix. En quelques minutes, le vote fut unanime. Jason Whitmore n'était plus directeur général. La sécurité fut appelée. Il hurla à propos de procès, de trahison. Mais je restais là, silencieuse, observant l'avenir se mettre en place. Jason ne partit pas en silence. La sécurité intervint alors qu'il criait à travers la salle du conseil. Son visage était tordu par la colère. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Élise. C'est une prise de contrôle hostile. Je te traînerai en justice. » James resta impassible, les bras croisés. « Tu es libre d'essayer. Mais tout est juridiquement inattaquable. J'y ai veillé personnellement. » Je regardais Jason se faire escorter hors du bâtiment. Qui avait autrefois appartenu à son père? Un homme de vision, de dignité et de principe. Jason avait hérité du bureau, mais jamais des valeurs. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, le silence qui suivit sembla libérer tout le poids que portait l'entreprise. Plus tard dans l'après-midi, Madison frappa à la porte de mon bureau. Son sourire était bien plus discret que la veille. « Vous avez une minute ?» « Bien sûr, répondis-je en lui faisant signe d'entrer. Elle s'assit en face de moi, visiblement mal à l'aise. J'ai eu le temps de réfléchir. Je sais que Jason m'a engagé pour une certaine direction. Mais avec tous les changements, je pense qu'il vaut mieux pour moi explorer d'autres opportunités. J'hochai la tête. Je suis d'accord. Ce poste demande plus que des mots à la mode et de la prestance. Il faut comprendre les gens, pas seulement les chiffres. Elle acquiesça brièvement et partit sans autre protestation. Quand elle fut partie, Maya entra avec une pile de dossiers du personnel dans les bras. Elle ferma la porte derrière elle et sourit. « Alors, tu l'as vraiment fait ?»« Non, nous l'avons fait, » la corrigeai-je, prenant les dossiers et les posant sur mon bureau. « Maintenant, on fait le ménage. » Nous avons passé le reste de la journée, et une bonne partie de la soirée, à passer au peigne fin chaque département. Nous ne cherchions pas des CV parfaits. Nous cherchions des personnes ignorées, sous-estimées, sous-exploitées. « Regarde ça, » dit Maya en me tendant un dossier. Nathaniel Rhodes. Ici depuis 8 ans. Il a supervisé 2 de nos campagnes les plus réussies, et il n'a pas eu de promotion depuis 4 ans. Pourquoi, demandai-je. Jason le trouvait trop gentil. Il disait qu'il n'avait pas l'instinct de tueur. Je secouai la tête. Organise une réunion avec lui. On a besoin de penseurs, pas de hurleurs. Un autre nom attira notre attention, Tasha Lynn, une jeune développeuse dont le travail avait discrètement alimenté 3 de nos plus grandes améliorations de plateforme. Personne ne parlait d'elle en réunion, mais son code parlait pour elle. Nous avons continué à creuser. Et à chaque découverte, quelque chose changeait. Ce n'était pas une vengeance. C'était une reconstruction. À la fin de la semaine, l'ambiance dans les bureaux avait changé. Les gens ne marchaient plus sur des œufs. Il y avait des rires dans les salles de repos, des conversations dans les couloirs, des idées griffonnées à nouveau sur les tableaux blancs. Nous avons rétabli le programme de mentorat de Charles. Ressuscité le laboratoire d'innovation que Jason avait fermé. Organisé des réunions ouvertes avec de vraies discussions, pas des présentations apprises par cœur. À travers ces petites étapes constantes, l'âme de l'entreprise revenait. Ce soir-là, je me tenais devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer. Et j'ai respiré profondément pour la première fois depuis des années. Nous n'avions pas encore terminé. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous avancions enfin dans la bonne direction. Les mois suivants furent les plus épuisants, mais aussi les plus gratifiants de toute ma carrière. Nous avons commencé par les fondamentaux. Le programme de mentorat que Charles chérissait fut le premier à revenir. Les employés autrefois ignorés formaient maintenant les nouveaux talents. Ils construisaient des relations qui ne renforçaient pas seulement le travail, mais les personnes derrière ce travail. Pour la première fois depuis des années, les jeunes n'avaient plus peur de poser des questions. Les vétérans ne se sentaient plus invisibles. Il y avait à nouveau des rires dans les salles de formation. La collaboration avait remplacé la peur. Nous avons rouvert le laboratoire d'innovation, poussiéreux et inutilisé depuis que Jason l'avait fermé pour réduire les coûts.
En quelques semaines, il bourdonnait littéralement. Une équipe a prototypé un outil logiciel pour fluidifier la communication interne. Une autre a commencé à développer un produit qui allait bientôt attirer l'attention de l'un de nos plus grands anciens clients. Même les bureaux eux-mêmes ont commencé à changer. D'abord subtilement, une plante ici, une radio douce près de la machine à café. Mais petit à petit, l'atmosphère se transformait. La tension qui s'était incrustée dans chaque recoin sous le règne de Jason se dissipait. Nos anciens clients ont commencé à revenir. D'abord par des courriels discrets, puis par des appels planifiés. Ils avaient remarqué le changement. Ils parlaient d'une nouvelle énergie, d'un nouveau leadership. Ils croyaient à nouveau en nous. L'un d'eux m'a même dit: on a enfin l'impression que Whitmore Strategy redevient ce qu'elle était. Celle que Charles avait bâtie. Jason, pendant ce temps, faisait tout pour nous saper. Il contactait ses relations dans le secteur, faisait courir des rumeurs sur une prétendue instabilité, traitait notre équipe dirigeante d'improvisée et d'irresponsable. Mais les chiffres racontaient une autre histoire. Notre premier trimestre sous la nouvelle direction s'est clôturé par une augmentation de 12% du bénéfice. Au deuxième trimestre, nous avions gagné 3 nouveaux clients. Et reconquis 2 autres qui étaient partis sous la gestion de Jason. Les enquêtes de satisfaction des employés étaient écrasantes. Des mots comme espoir, valeur, écoute revenaient constamment lors des réunions générales. Je recommençais à reconnaître les visages. Pas seulement des noms sur des rapports. Les gens étaient engagés, posaient des questions, proposaient des idées. Certains m'arrêtaient dans les couloirs simplement pour me dire merci. D'autres ne disaient rien. Mais leur regard disait tout. Soulagement, gratitude, possibilité. Un après-midi, Maya m'apporta une lettre d'une jeune analyste récemment promue. Elle avait écrit: c'est la première fois de ma carrière que je ne me sens pas invisible. Je l'ai lue 3 fois avant de la glisser dans le tiroir, juste à côté de la photo de Charles. Il restait encore du travail à faire, éliminer les poids morts, simplifier les systèmes, amplifier les voix oubliées. Mais nous n'étions plus en mode survie. Nous construisions de nouveau. Un soir, alors que le bureau s'apaisait autour de moi, je me suis mise à marcher dans les couloirs. Des lumières brillaient encore dans les salles de réunion où des équipes restaient tard, par choix. Les tableaux étaient remplis d'idées et de post-it colorés. Les gens n'étaient pas là parce qu'ils y étaient obligés. Ils voulaient être là. Et j'ai compris, ce n'était pas simplement un retour. C'était un retour au sens, à la mission que Charles avait commencée, à ce pourquoi j'avais lutté, et à ce en quoi nous croyions tous à nouveau. Un an jour pour jour après la reprise de l'entreprise, je me tenais sur la scène de notre assemblée générale. Devant moi s'étendait une mer de visages, certains nouveaux, d'autres familiers, tous faisant partie de ce que nous avions reconstruit ensemble. L'auditorium bourdonnait d'une anticipation feutrée. Mais sous ce murmure se cachait quelque chose de plus profond, de la gratitude, un sentiment d'appartenance, de l'espoir. Je pris une inspiration, me préparant alors que les lumières s'adoucissaient légèrement. L'écran derrière moi s'illumina avec le nouveau logo de l'entreprise. Plus épuré. Plus audacieux. Et porté par une équipe qui croyait enfin en lui à nouveau. Il y a exactement 1 an, ai-je commencé ? Je me tenais dans ce bâtiment, alors que notre entreprise traversait une période de remise en question. Certains d'entre vous se souviennent de ce que cela faisait à l'époque, l'incertitude, la tension, le poids de toutes ces voix réduites au silence pendant bien trop longtemps. Des têtes hochèrent doucement, quelques employés esquissèrent un sourire discret, d'autres se penchèrent en avant, attentifs. Je n'ai jamais voulu diriger par vengeance, ai-je poursuivi. Je n'ai pas accepté ce rôle pour prouver quoi que ce soit ni pour m'asseoir sur un trône. J'ai pris cette responsabilité parce que je croyais profondément que ce que nous avions ici valait la peine d'être sauvé, valait la peine qu'on se batte pour cela. Et je n'étais pas seule. Des applaudissements éclatèrent dans la salle, mais je levai doucement la main. Le silence revint. Le leadership ne s'hérite pas. Il se mérite. Et l'héritage, ce n'est pas ce que l'on laisse derrière soi. C'est ce que l'on construit tant qu'on est encore là. Je fis une pause, sortis une télécommande de ma poche, et passai à la diapositive suivante. Une photo de Charles Whitmore, prise lors du 20e anniversaire de l'entreprise. Il se tenait à mes côtés, dans l'ancien bureau. Cette entreprise a été fondée sur des valeurs bien plus profondes que la rentabilité. Charles croyait en l'innovation avec intégrité. Il croyait qu'il fallait investir dans les personnes, pas uniquement dans les produits. Un jour, il m'a dit,
Le succès, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est créer quelque chose qui compte. Cette phrase ne m'a jamais quittée. Un murmure de reconnaissance traversa la salle. Tous l'avaient vue, cette citation. Elle était désormais encadrée et accrochée dans le couloir, juste à l'extérieur de mon bureau. Son sens, aujourd'hui, était plus vivant que jamais. C'est pourquoi, dis-je, ma voix s'adoucissant. Je suis fière d'annoncer notre toute nouvelle initiative, la Bourse Whitmore. Chaque année, nous allons établir des partenariats avec des écoles locales afin d'offrir des bourses, du mentorat, et des formations concrètes aux élèves souhaitant poursuivre une carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Je fis une pause. Ce n'est pas simplement de l'engagement communautaire. C'est notre responsabilité. C'était notre opportunité de bâtir plus qu'une entreprise. De bâtir des êtres humains. La salle explosa en applaudissements sincères, puissants, venus du cœur. Maya se tenait sur le côté, les yeux embués, applaudissant plus fort que quiconque. Je croisai son regard et lui souris. Nous avions accompli cela ensemble. Après la réunion, je retournai à mon bureau, toujours avec mes notes de discours en main. Je ne les avais même pas consultées. Tout ce que j'avais besoin de dire était déjà en moi. Ce genre de vérité qu'on n'écrit pas, qu'on vit. Alors que je m'asseyais, une notification apparut sur mon écran. Un nouveau message. Expéditeur, Margaret Whitmore. Objet, merci. Je l'ouvris, et pendant un long moment, je restais là, simplement à lire ces mots. Chère Élise. J'ai suivi, de loin et en silence, les changements que vous avez apportés cette année. Au début, je ne savais pas quoi penser. Charles avait mis tant de cœur dans cette entreprise. Le perdre, puis assister à ce qui a suivi, cela m'a presque brisé. Mais vous voir reprendre le flambeau non par vengeance, mais par vision, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Il a toujours cru en vous. Toujours. Et maintenant, je comprends pourquoi. Merci d'avoir sauvé ce qu'il avait bâti. Merci de l'avoir même rendu meilleur. Avec tout mon respect. Margaret. Les larmes me montèrent aux yeux, et cette fois, je ne les retenus pas. Pour la première fois depuis cette longue reprise silencieuse, je me suis autorisée à ressentir pleinement le poids de ce que nous avions accompli. Ce n'était pas seulement le renvoi d'un dirigeant défaillant. C'était la restauration d'un héritage. La reconstruction d'un foyer pour les penseurs, les rêveurs et les bâtisseurs. Ce n'avait jamais été une histoire de vengeance contre Jason. C'était une histoire de valeur. De se lever pour ce qui comptait. Pour ceux qui avaient été réduits au silence. Pour l'innovation qui avait été enterrée. Pour les voix discrètes, au fond de chaque salle, qui attendaient qu'on les écoute. Je me levai et marchai dans le couloir devant mon bureau. Le bâtiment avait changé, une peinture plus fraîche, une énergie plus chaleureuse, une culture à nouveau vivante. Mais ce mur-là, lui, était resté intact. Sauf pour une chose. Une seule chose nouvelle. Là, encadrée, trônait une citation. Le succès, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est bâtir quelque chose qui compte. Charles Whitmore. J'étendis la main, effleurai le bord du cadre, et murmurai. On l'a fait, Charles. Derrière moi, j'entendis des rires. Une équipe marketing se dirigeait vers une séance de brainstorming. Un jeune collaborateur de l'informatique partageait une blague avec quelqu'un de la finance. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un avait laissé une assiette de biscuits dans la salle de pause, avec un petit mot collé dessus. Servez-vous. Vous l'avez mérité. Le bureau était à nouveau vivant. Et la mission derrière tout cela, l'était aussi. Je n'avais pas obtenu de revanche. J'avais construit quelque chose de meilleur.